sort d'une zone de sûreté pour l'humanité. Je répète, on est en train de sortir d'une zone de sûreté pour l'humanité. Et on est en train de se dire que donner des subventions aux entreprises qui sont en train d'accélérer cette fuite de la zone de sûreté pour notre humanité, c'est rationnel? Moi, je trouve ça proprement absurde, plutôt. Bon. Mais... Fitch dit il n'y a plus de sous. La transition écologique, ça coûte là aussi un pognon de dingue. Est-ce qu'il faut en rabattre? Est-ce qu'il ne faut pas en rabattre et privilégier la croissance à tout prix parce qu'on a besoin de produire pour payer notre système social? Qu'en pensez-vous? Ok, Thatcher. Non, je dirais que c'est extrêmement simple, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, c'est se dire à quel point le coût de l'inaction est encore plus grand. Et si on veut réfléchir d'un point de vue purement académique, avec une économie libérale classique, on se rend compte que le coût de l'inaction est immense. Simplement, en prenant le seul tiroir du coût de la santé. Je vous ai regardé les derniers chiffres à jour, là, on pourra en parler longtemps parce que c'est un sujet qui me fascine, mais rien que, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé essaie de chiffrer à combien nous coûtait un peu, pour le système de santé, notamment en France, les maladies liées à la pollution de l'air. Et donc on se rend compte que les maladies liées à la pollution de l'air, on est à peu près, si on prenait vraiment la question de la qualité de l'air à bras-le-corps, on pourrait faire 9,6 milliards d'économies par an. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la pollution chimique, notamment les polluants éternels, les PFAS. Il faut se dire que c'est vraiment plusieurs milliards d'euros par an qui sont dépensés par l'État, par nous, parce qu'on décide sciemment de continuer une pollution qui rend malade les gens. Donc en fait, juste si on regarde d'un point de vue de la santé publique, on a un intérêt à l'action plutôt qu'à l'inaction, rationnellement. Ensuite, quand on pense un tout petit peu plus long terme, on peut se dire aussi que l'outil de production est, par essence, dépend de la nature. C'est-à-dire que prendre en compte la question environnementale, c'est pas juste par amour des dauphins et des ours blancs, bien que je pense personnellement que ça suffirait, mais en soi, on est en train d'autodétruire, ou on laisse plutôt une petite partie de la population, ça c'est mon avis, autodétruire notre outil de production. Pour continuer dans le seul exemple de la santé, mais c'est le cas pour absolument l'intégralité des industries, la santé, toutes les innovations qui ont été faites, tous les nouveaux médicaments, tous les nouveaux brevets qui sortent, viennent de la recherche qui est faite dans la forêt amazonienne, qui est faite dans les fonds marins qu'on détruit avant même d'avoir découvert. La maladie d'Alzheimer, par exemple, quand vous regardez les derniers papiers qui sont sortis sur les possibles solutions, les possibles médicaments pour s'en sortir, viennent des fonds marins, viennent des abysses. Alors que dans le même temps, on est en train d'ouvrir la voie pour l'exploitation des fonds marins et donc de condamner une bibliothèque de connaissances et donc une bibliothèque de médicaments avant même de l'avoir connue. Donc je dirais que si on pense seulement même à travers leur prisme d'une économie libérale, c'est proprement absurde de condamner ces bibliothèques-là et ces outils de production qui dépendent des choix qu'on va faire dans l'environnement. Donc c'est pas qu'il n'y a pas d'alternative, je pense même qu'il n'y a pas d'alternative à l'action climatique d'un point de vue économique. C'est du suicide de ne pas le faire. D'accord. Bon. Conditionner les aides, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, Camille Etienne? J'espère pas qu'à moi. Non, mais la question, c'est de se dire à qui profitent ces aides, rationnellement. Est-ce qu'elles vont profiter à la société? Est-ce qu'on va se dire, et nous servent à produire des choses dont on a vraiment besoin? Et merci de nous aider, hein. On avait vraiment besoin de produire, par exemple, des polluants éternels qui sont responsables de maladies d'Alzheimer, d'infertilité, de cancer pédiatrique et de maladies de Parkinson. Est-ce que ça profite à la société? Je n'ai pas l'impression que ce soit nécessairement le cas. Est-ce que ça va profiter aux travailleurs et aux travailleuses? Eh bien, quand on va parler, et c'est le cas aux travailleurs par exemple de Tefal, ils vont quand même vous raconter qu'ils sont en première ligne des cancers et que des tests ont été faits par cette même entreprise
pour tester le sang, pour savoir à quel niveau ils étaient pollués dans leur corps. Et en fait, ces résultats n'ont jamais été donnés aux travailleurs et aux travailleuses. Donc c'est-à-dire qu'on envoie de la chair à canon. On en est au point où on est arrivé, où on fait des travailleurs et des travailleuses de la chair à canon et un outil de com. En fait, ça devient, moi, je pense, ce qui met le plus en colère là, ce dernier gouvernement, c'est vraiment ça, c'est le cynisme avec lequel ils ont réussi à nous utiliser, à utiliser les gens qui sont en première ligne des merdes qu'ils nous donnent, et à en faire un argument pour ne pas avancer. C'est-à-dire que c'est un double cynisme. Et enfin, quand on se rend compte que ça ne sert pas ni aux générations futures, ni aux travailleurs et aux travailleuses présents, ni à la société dans son ensemble, eh ben, il va rester les dividendes. Et donc on peut se poser la question, dans un monde où nos chers économistes nous l'ont rappelé, dans un monde où en fait ceux qui détiennent l'entreprise, a priori ça va pour eux de mieux en mieux, quand pour nous globalement ça va de moins en moins bien, est-ce que vraiment on a envie que l'argent de l'État, c'est-à-dire le nôtre, continue d'aller dans leur poche? Donc moi en tout cas c'est pas mon cas, et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il va falloir commencer très sérieusement à demander, ou en tout cas à contraindre les milliardaires à mettre la main à la poche pour participer à l'effort de guerre climatique, parce que sinon on va s'autodétruire sans crier gare. Et je suis pas sûre que ce soit très stratégique dans un moment où il y a quelques semaines on a quand même une étude qui est sortie en disant que ça y est, les 1,5 degrés, l'accord de Paris, cette idée comme ça qu'on allait pouvoir contenir l'urgence climatique, c'est officiellement foutu, c'est-à-dire qu'on a officiellement dépassé la possibilité de respecter les accords de Paris. On a dépassé 6 limites planétaires sur 9. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas encore une fois une lubie comme ça d'académiciens, ça veut vraiment dire qu'on sort d'une zone de sûreté pour l'humanité. Je répète, on est en train de sortir d'une zone de sûreté pour l'humanité. Et on est en train de se dire que donner des subventions aux entreprises qui sont en train d'accélérer cette fuite de la zone de sûreté pour notre humanité, c'est rationnel? Moi, je trouve ça proprement absurde, plutôt. Bon. Mais Camille Etienne, avec le backlash là, sur l'écologie, c'est de plus en plus difficile de propager le message d'une écologie qui ne soit pas une écologie qui aille à l'encontre de l'emploi. Comment vous arrivez à mobiliser les troupes? Alors encore une fois, c'est bon, ça marche, ouais. De quel emploi on parle? C'est-à-dire que si on est sur un emploi qui nous garantit un cancer à 35 ans, est-ce que réellement on a envie de se battre pour cet emploi-là? Je pense qu'on peut peut-être augmenter un peu nos standards et se dire qu'on a besoin d'un emploi qui soit digne, d'un emploi qui ne nous tue pas à petit feu, et que c'est le strict minimum qu'on se doit d'exiger. Donc c'est pourquoi je pense vraiment que les conditionnalités écologiques avec nos emplois, qu'on ne travaille pas à creuser notre propre tombe finalement, qu'on ne soit pas en train de se battre pour qu'on ait le droit, avec notre petite pioche, de creuser notre propre tombe, et que ce soit la seule chose qu'on revendique. Ensuite, sur la taxe Zuckman, nous on l'a liée en fait au moment des PFAS. On vivait un backlash écologique total, un désintérêt global massif, en tout cas des médias traditionnels pour parler d'un sujet de santé publique qui, alors que vraiment je viens de passer 1 an avec les plus grands toxicologues, les plus grands chimistes dans leur petit labo, qui étaient en train de me dire mais en fait on ne sait plus en quelle langue le dire, on est face à un plus grand scandale de santé publique de notre génération, et on crie dans le vent. Bon, on ne sait pas trop vraiment quoi faire. Et c'était au même moment qu'avait lieu le vote, le même jour, le vote sur les polluants éternels et sur la taxe Zuckman. Donc on s'est dit, avec Gabriel Zuckman, est-ce qu'on n'essaierait pas de lier ça avec son équipe? Je crois qu'il y en a qui sont dans la salle en plus, j'ai vu son téléphone. Eh bien, est-ce qu'on n'essaierait pas, foutu pour foutu, de parler des deux choses ensemble? Est-ce qu'on ne va pas retrouver les publics? Et ce qui est assez dément, c'est qu'on s'est rendu compte de cette convergence-là, que les gens étaient capables de dire et de se soulever pour dire on veut se battre pour des emplois dignes, pour ne pas céder à ce chantage à l'emploi en disant très bien, si vous voulez arrêter les polluants éternels, on va délocaliser, en se disant non, on refuse ce chantage-là. Et à faire passer la taxe Zuckman, c'était une très belle soirée qu'on a bien fêtée ensuite, où les deux lois sont passées à l'Assemblée nationale, et on a essayé de continuer au Sénat. Moi, j'ai été assez fascinée de voir comment on a réussi en quelques semaines
à intéresser, donc ça va vraiment à l'encontre de l'idée de dire que tout le monde s'en fout, que c'est des sujets loin de tout le monde, que ça ne préoccupe personne. On a littéralement des dizaines de milliers de personnes qui ont partout à travers le territoire, qui ont appelé des maires, qui ont appelé leurs maires, comme ça, qui sont allés déposer des lettres qu'on avait écrites devant les mairies en week-end pour dire, puisqu'on ne peut jamais atteindre les sénateurs, puisque vous êtes très loin de nous, puisque le Sénat ne représente pas vraiment les gens, vous êtes élus par qui? Par vos maires. Les grands électeurs, c'est principalement des maires. Et donc, eh bien, on va avoir besoin de vous, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de vous, les maires, pour dire on ne vous élira pas. Si vous êtes sénateur, on ne vous donnera pas notre voix si vous ne soutenez pas la taxe Zuckman. Parce que ça suffit à un moment donné, en fait. Ça suffit qu'on vive dans un monde où on est dans un paradis fiscal pour riches. Et on a eu un soulèvement tel que c'est pas encore passé au Sénat, mais c'était déjà inespéré qu'on ait à ce point-là de vote en notre faveur. Qu'on ait des ministres de l'Industrie qui soient énervés par ce type d'action. On les a énervés à un point stratosphérique. Pour vous dire juste une anecdote, j'étais au Sénat à ce moment-là, quand le vote avait lieu. Quand on a les Républicains qui ont fait leur discours, on a cru au début que c'était un prank, parce qu'ils avaient tellement peur qu'en fait, ils ont fait tout un déroulé en disant à quel point, oui, en effet, alors c'est intéressant, on se dit juste que peut-être éventuellement, telle mesure, on pourrait la faire différemment, c'est-à-dire qu'on avait déjà tellement gagné la bataille culturelle qu'ils étaient dans la défensive. Il y a une tribune qui est sortie avec 7 prix Nobel d'économie, et vraiment certains qui n'étaient pas très à gauche. Donc en fait, on est en train d'imposer dans le débat public une mesure qui est celle de la taxation des super riches. On est peut-être à un moment de l'histoire où enfin on sort d'une France qui a un paradis fiscal pour les ultra riches. Je rappelle une chose, c'est que un des arguments, tous les arguments sont démontables factuellement très simplement, deux très rapides. Le premier, c'est qu'ils vont partir, Lucas a commencé à le faire. Et ce que je rajouterais, c'est juste que ça tombe bien, on y a pensé, il y a une mesure très claire pour éviter que juste ils partent et qu'ils ne payent pas l'addition, c'est que pendant 5 ans, ils devront contribuer à l'impôt. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir vivre aux États-Unis s'ils grand bien leur face, mais ils vont devoir continuer à payer pendant quelques années. Première chose. Deuxième chose, c'est que on imagine aussi qu'ils partent comme si tout était décidé que par leur compte bancaire. En réalité, ils sont quand même très contents de pouvoir bénéficier de l'école publique en France, de la santé en France, du talent des travailleurs et des travailleuses français. Donc en fait, c'est pas si simple et c'est pas si dit qu'ils ont envie de partir forcément très loin. Et la dernière chose, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'imposer ça dans le débat public? Eh bien, c'est avec les sondages et c'est en rappelant que c'est une mesure qui est plébiscitée pour une raison simple, c'est que c'est aujourd'hui anticonstitutionnel de ne pas taxer les super riches. C'est-à-dire que c'est inscrit dans notre Constitution le principe d'égalité devant l'impôt. Aujourd'hui, on paye en moyenne moitié moins d'impôts quand on est milliardaire que son chauffeur de taxi ou que sa secrétaire ou son secrétaire. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que c'est aujourd'hui anticonstitutionnel de ne pas taxer les milliardaires vraiment de manière égalitaire face au reste de la population. Donc, c'est finalement, encore une fois, extrêmement absurde, non pas de le faire, mais de ne pas le faire. C'est pourquoi moi, je suis assez confiante sur le fait que d'ici quelques mois, j'espère, on arrivera à imposer cette taxe Zuckman. La mobilisation